Journal de bord, tour historique vol 70, mission opération Icebridge. Samedi 18 novembre 2023. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Bienvenue à l'équipage de la mission opération Icebridge. Nous avons été sollicités par le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, pour une mission de recherche climatique extrême visant à collecter des données sur les changements climatiques en survolant certaines des régions les plus reculées du Groenland. Pour cette mission, nous avons sélectionné le Daher TBM 930, un avion monomoteur à turbopropulseur reconnu pour sa portée exceptionnelle et ses performances élevées. Équipé d'un radar météorologique avancé et d'un système de navigation par satellite, cet aéronef nous permettra de naviguer en toute sécurité dans des conditions météorologiques difficiles. Notre itinéraire nous conduira de New York à St. John's à Terre-Neuve, puis vers le nord jusqu'à Oppdal, à l'ouest jusqu'à Iqaluit, et enfin, à travers la baie de Baffin, jusqu'à notre destination finale à Kangerlussuaq, au Groenland. L'équipage a suivi une formation approfondie sur le fonctionnement de l'aéronef et sur les procédures spécifiques aux opérations dans des conditions climatiques extrêmes. Nous avons effectué une maintenance approfondie de l'avion, en mettant l'accent sur les équipements spécifiques nécessaires à la mission. Nous avons assuré une réserve suffisante de carburant et de fournitures pour les tronçons les plus longs de votre voyage. Nous avons coordonné toutes les autorisations nécessaires avec les autorités locales pour les atterrissages dans des endroits éloignés. Tous les instruments de collecte de données sont opérationnels, correctement calibrés, et nous avons mis en place un stockage sécurisé des échantillons collectés pour éviter toute contamination. Un plan d'urgence détaillé est élaboré en cas de conditions météorologiques extrêmes ou d'incidents imprévus, et l'équipage est formé pour faire face aux situations d'urgence spécifiques à la mission. Des protocoles de communication clairs, régulièrement testés, sont en place, assurant un contact régulier avec les équipes au sol pour les mises à jour météorologiques et les ajustements de l'itinéraire. Nous nous sommes familiarisés avec les réglementations environnementales locales pour garantir que toutes nos opérations respectent les normes éthiques et écologiques. Les rapports complets que nous transmettrons au CNRS fourniront des données et des observations détaillées. En outre, nous partagerons notre expérience via des mises à jour régulières sur les médias sociaux, sensibilisant ainsi le public à l'importance cruciale de la recherche climatique. Nous sommes prêts à affronter les défis de cette mission ambitieuse et à contribuer de manière significative à la compréhension des changements climatiques dans ces régions isolées. Itinéraire. Étape 1, New York à St. John's, Terre-Neuve. Distance, environ 2464 km. Temps de vol estimé, environ 5h20. Étape 2, St. John's à Oppdal. Distance, environ 1548 km. Temps de vol estimé, environ 3h06. Étape 3, Oppdal à Iqaluit. Distance, environ 1037 km. Temps de vol estimé, environ 2h04. Étape 4, Iqaluit à Kangerlussuaq, Groenland, via la baie de Baffin. Distance, environ 914 km. Temps de vol estimé, environ 1h51. Il est 6h25 lorsque nous arrivons à l'aéroport de LaGuardia, KLGA, à New York. L'air est frais et le ciel commence à s'éclaircir. L'excitation est palpable alors que nous nous préparons pour le vol du jour. Nous nous dirigeons vers notre Daher TBM 930, un avion élégant et puissant, parfait pour notre mission. Nous chargeons tout le matériel nécessaire, y compris des instruments scientifiques de pointe, des provisions pour le voyage et des vêtements chauds pour faire face au froid glacial de notre destination. À 11h25, nous décollons de KLGA. Le rugissement des moteurs se mêle au battement de notre cœur alors que nous prenons de l'altitude. Nous laissons derrière nous la ville animée de New York, ses gratte-ciels scintillant au soleil levant, et la statue de la liberté se dressant fièrement dans le port. Nous prenons la direction de l'Est, survolant Riker Island. En dessous de nous, l'île abrite l'une des plus grandes prisons du monde.
approach PJ769er is type Daher TBM 9 on miles northwest of Cotter November Yankee Doo Mill 6 Cents Pines. Request clearance to transition Bravo airspace. PJ769er New York approach. Squawk 0155. Squawk 0155 PJ769er. PJ769er contact radar 2 miles northeast of Cotter November Yankee Doo Mill Hewitt Cents Pines. On tourist transit Far East Base Rain de Bravo. Nous volons au-dessus de Wheatstone, un quartier résidentiel situé dans le nord du Queens. En dessous de nous, nous apercevons deux ponts impressionnants qui relient Wheatstone au reste de New York, le pont de Wheatstone et le pont de Trogneck. Ces deux ponts enjambent l'East River, offrant une vue spectaculaire sur l'eau. Passé sur un Hewitt Decimal Cotter PJ769er. New York approach PJ769er 3 Mill Cent Pines. PJ769er New York approach QNH29er Decimal 79er continuous plan. Puis, nous passons Huntington dans le comté de Suffolk, une charmante ville connue pour ses belles plages et ses maisons historiques. Nous survolons ensuite Port Jefferson Station, une petite communauté connue pour son port animé. Soudain, je remarque sur le radar un autre avion qui semble nous suivre. Il tente de se rapprocher, mais semble avoir la même vitesse que nous. Intrigué, je ralentis pour lui permettre de se rapprocher. À ma grande surprise, il s'avère que c'est un autre Daher TBM 930, le même modèle que notre avion. Un frisson d'excitation nous parcourt alors que nous réalisons que nous avons un visiteur. Nous le saluons en agitant la main par la fenêtre de notre cockpit, et il nous rend notre salut avant de s'éloigner. Il ne communique pas avec nous, mais ce simple échange est un rappel de la communauté passionnée et solidaire des amateurs d'aviation. Cette proximité avec la ville de New York offre de nombreuses possibilités de croiser d'autres passionnés d'aviation comme nous. C'est l'un des nombreux moments excitants et imprévus qui rendent chaque vol unique et mémorable. Nous quittons la péninsule par Shelter Island et Gardiner Island, située dans la baie de Gardiner. Les îles offrent une vue spectaculaire avec leurs plages de sable blanc et leurs eaux bleues cristallines. Après avoir volé environ 197 km, nous arrivons à notre destination, l'aéroport d'État de Block Island, KBID. Situé dans l'État de Rhode Island, cet aéroport est un point de repère important pour les pilotes navigant dans cette région. Elle est connue pour ses plages pittoresques et son atmosphère détendue. Nous virons à gauche et remontons vers le nord, traversant le bras de mer sur 35 km. JE passé sur un du Arbor Decimal 675 PJ769er. Nous touchons la côte à hauteur du Beavertail Lictus Museum à Jamestown, Rhode Island. Ce musée, situé près du phare Beavertail, offre des vues panoramiques sur l'océan Atlantique. À sa droite, nous apercevons The Breaker à Newport, Rhode Island. C'est un célèbre manoir de Newport, construit pendant la période dorée, connu pour son architecture impressionnante et ses jardins spectaculaires. Nous nous enfonçons dans la baie de Narragansett, une baie et un estuaire sur le côté nord de Rhode Island Sound, qui comprend une petite chaîne d'îles.
survolons Prudence Island, la troisième plus grande île de la baie de Narragansett, qui fait partie de la ville de Portsmouth, Rhode Island. Ensuite, nous arrivons à la petite île minuscule mais tellement charmante de Pomham Rock Lictus à East Providence, Rhode Island. C'est un phare historique situé sur un petit îlot rocheux dans la baie de Narragansett. Nous quittons Providence et remontons encore vers le nord, croisant l'autoroute 195 et la route 44, puis la ville d'Attleboro, puis Mansfield. PJ-76 Niner Boston approach. Cleared through the Bravo airspace. Cleared through Bravo airspace PJ-76 Niner. Nous remontons encore jusqu'à l'autoroute 93 avant d'apercevoir la baie de Massachusetts. JE passé sur undue 7 decimal du PJ-76 Niner. Nous virons à gauche à l'aéroport international Logan, Boston, Massachusetts. C'est l'un des principaux aéroports internationaux qui dessert la région de Boston. Nous apercevons le centre-ville de Boston à gauche. Boston est la capitale et la plus grande ville de l'État du Massachusetts. La ville compte 675 647 habitants selon le Bureau du recensement fédéral de 2020, et la zone métropolitaine de Boston-Cambridge qu'ainsi en concentre environ 4 628 910, ce qui fait d'elle la 10e agglomération des États-Unis. La ville est traversée par le fleuve Charles, un fleuve côtier qui se jette dans le Boston Harbor, un estuaire au fond de la baie du Massachusetts sur les bords duquel la ville s'est construite. Boston est également un centre économique et culturel de la Nouvelle-Angleterre, avec une riche histoire, des quartiers diversifiés, et un héritage d'art, de culture et d'éducation. Boston est connu pour l'excellence de ses universités, notamment l'université Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, MIT, situé dans la ville voisine de Cambridge. C'est l'une des plus anciennes villes des États-Unis, fondée en 1630 sur la péninsule de Shawmut, au fond du Boston Harbor. Nous croisons l'autoroute 95, un axe routier majeur qui traverse la côte est des États-Unis. Nous mettons ensuite le cap vers l'ouest pour 190 km, traversant une étendue luxuriante de verdure. Nous survolons West Concord, une charmante petite ville située dans le Massachusetts. Peu après, nous croisons LA 495, une autre autoroute importante de la région. Nous passons ensuite au-dessus de la ville de Leominster, connue pour son riche patrimoine historique. Undue Arbor Decimal 75 PJ-76 Niner. Boston Center PJ-76 Niner Nook Mill 6 cents pies. Alors que nous montons à 19 000 pieds pour échapper au mauvais temps, le paysage en dessous se cache sous une couverture de nuages. Cependant, je peux vous aider à visualiser ce qui se trouve en dessous. Imaginez que nous continuons notre voyage au-dessus des contrées verdoyantes de la région de Gardner. Cette zone est connue pour ses paysages pittoresques, où la nature s'épanouit en toute liberté, créant un tableau vivant de verdure luxuriante. Ensuite, imaginez que nous traversons de nombreuses forêts denses. C'est un véritable spectacle de la nature, où
où les arbres majestueux forment une canopée épaisse, abritant un monde foisonnant de vie. Au cours de notre voyage, nous croisons la rivière Connecticut à la ville de Northfield. Imaginez une ville pittoresque située sur les rives de cette majestueuse rivière, où les eaux sinueuses reflètent le ciel et ajoutent une touche de beauté à la scène. Même si nous ne pouvons pas voir ces merveilles de la nature, nous pouvons les imaginer et apprécier leur beauté. Nous continuons notre avancée vers LA 91 à travers les forêts, un trajet qui nous offre une vue imprenable sur la nature environnante. Notre voyage nous mène jusqu'au Harriman Réservoir, un magnifique plan d'eau entouré de forêts. Nous arrivons enfin à Bennington Battle Monument, un monument historique situé dans la ville de Bennington, Vermont. Ce monument commémore la bataille de Bennington qui a eu lieu pendant la guerre d'indépendance américaine. Après avoir admiré le monument, nous virons à droite et continuons notre vol vers le nord. Après être redescendu à une altitude de 4800 pieds à Bennington, nous commençons notre voyage en longeant la route 7. Cette route pittoresque nous mène de Manchester à Rutland et Killington, traversant d'immenses forêts qui semblent s'étendre à l'infini. Les montagnes environnantes, partie intégrante de la chaîne des Green Mountains, s'étendent majestueusement du sud au nord sur environ 400 km, de la frontière avec le Massachusetts jusqu'au Québec au Canada. Si nous décidions de virer à gauche, Montréal ne serait qu'à 150 km au nord-ouest. Mais cette métropole vibrante fera partie d'une autre aventure. La grisaille fait son apparition de nouveau, nous obligeant à grimper à 9000 pieds pour échapper aux turbulences. Imaginez des étendues de verdure à perte de vue, un spectacle naturel qui évoque un sentiment de tranquillité et de paix. C'est un véritable tableau vivant, avec des masses de nuages toutes plus différentes les unes que les autres, comme une peinture en constante évolution. Je ne peux pas m'empêcher de laisser ma caméra allumée, capturant ces moments uniques. Hélas, à 19 000 pieds, Montpellier, la capitale de l'État du Vermont, reste cachée sous les nuages. Ce n'est pas la Montpellier de France, mais une charmante ville américaine, connue pour son riche patrimoine historique et culturel. Nous survolons aussi le Vermont State House, le Capitole de l'État du Vermont. C'est un bâtiment impressionnant, symbole de l'histoire et de la gouvernance de l'État. Sa silhouette majestueuse se détache contre le ciel, offrant un spectacle à la fois imposant et inspirant selon la photo prise sur le web. Nous virons à droite et prenons la direction de l'est vers la côte. Je redescends, les yeux rivés sur le paysage en dessous, cherchant à apercevoir le Mount Washington Hotel, Bretton Woods, New Hampshire. C'est un hôtel historique qui se dresse majestueusement au pied du mont Washington, comme un gardien silencieux des montagnes blanches environnantes. Son architecture grandiose, un mélange de styles européens et américains, offre une vue imprenable sur les montagnes blanches, un spectacle à couper le souffle. Alors que je rase le mont Washington, j'aperçois quelques pistes de ski sur des pentes enneigées. Mais l'hôtel reste introuvable, caché par le manteau blanc des nuages. Voici la photo prise sur le web. Il aurait fallu descendre plus bas dans la vallée mais la visibilité étant nulle, je n'ai pas pris le risque. Je change de cap,
orientant mon avion en direction de Little Deer Hill, Maine, situé à 219 km sur la côte est. Mon radar météo affiche des éclaircies, comme une promesse de ciel bleu. Nous restons sous les nuages à 3000 pieds, volant au-dessus d'un paysage verdoyant parsemé de lacs bien remplis. Nous passons par Paris, État de Maine, une petite ville qui n'a de parisien que le nom. Nous survolons ensuite Buckfield, une charmante petite ville nichée dans les collines du Maine. Nous traversons la rivière Androscoggin, un ruban d'argent qui serpente à travers le paysage, en direction de Turner. Nous passons au-dessus de Wilson Pond, un miroir d'eau tranquille entouré de forêts denses. Un arc-en-ciel nous accompagne, ajoutant une touche de couleur à notre voyage. Après avoir suivi la route 202, nous arrivons à la région lacustre d'Augusta, une mosaïque de lacs et de forêts. Nous atteignons ensuite la côte du golfe du Maine, où l'océan Atlantique vient lécher les rivages rocheux. Nous apercevons un petit aérodrome, l'Islesboro Airport, situé sur l'île du même nom dans la baie de West Penobscot. Nous traversons cette grande baie, un labyrinthe d'eau et de terre parsemé de multiples îles et îlots. Nous arrivons à Deer Hill, Maine, une île pittoresque connue pour ses paysages côtiers et ses charmants petits villages. De là, nous survolons le Deer Hill Bridge, un pont suspendu qui relie Deer Hill au continent dans le Maine. Ce pont historique, achevé en mars 1939, est le seul lien routier entre le continent du Maine et Little Deer Hill. Il a été conçu par Holton Duncan Robinson et David Bernard Steinman, deux ingénieurs de renom. Un passage à 800 pieds nous permet d'admirer ce magnifique pont dans toute sa splendeur, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Nous longeons la côte vers l'est, notre survol nous amène à Bar Harbor et Winter Harbor, Maine, deux villes côtières pittoresques connues pour leur charme rustique. De là, nous quittons la côte pour la presqu'île de la Nouvelle-Écosse, une terre de beauté sauvage et de tradition maritime. Nous nous apprêtons à passer la frontière entre les USA et le Canada, un nouveau chapitre de notre voyage. Nous avons déjà parcouru 1000 km en presque 3 heures, traversant le haut des États-Unis dans une ambiance sereine et paisible. Ce début de voyage, semblable à un vol touristique, nous a permis d'admirer des paysages pittoresques et de survoler des lieux historiques. Cependant, ne vous y trompez pas, cette tranquillité n'est que la prélude à l'aventure qui nous attend. Alors que nous nous approchons de notre destination, la nature de notre voyage commence à changer. Nous nous dirigeons vers des régions plus reculées, où le climat est plus rude et impitoyable. Les paysages pittoresques cèdent la place à des étendues glacées, des terrains accidentés et des conditions météorologiques extrêmes. Préparez-vous, car notre mission véritable commence maintenant. Nous nous apprêtons à plonger dans l'inconnu, à affronter les défis que la nature nous réserve et à recueillir des données cruciales pour notre compréhension du changement climatique. Notre voyage ne fait que commencer, et l'aventure qui nous attend promet d'être à la fois exaltante et enrichissante. Accrochez-vous, l'aventure commence. Nous sommes arrivés à Caledonia, une localité pittoresque située à Queens, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Nichée au cœur de la nature luxuriante, cette localité offre un cadre paisible et serein. Elle est située à proximité du parc national de Kejimkujik et du parc provincial de Cameron Brook, offrant ainsi de nombreuses opportunités pour les amoureux de la nature.
Caledonia tire son nom de l'ancien nom de l'Écosse, Calédonie. Ce nom a été utilisé par l'Empire romain pour désigner la partie de la Grande-Bretagne qui se trouve au nord de la rivière Forte, ce qui comprend la majeure partie de l'Écosse. Aujourd'hui, Caledonia est utilisé comme un nom romantique ou poétique pour toute l'Écosse. Le nom Caledonia est dérivé du nom tribal Caledon, ou Caldon, qui signifie possédant des pieds durs, faisant allusion à la fermeté ou à l'endurance. Lorsque les explorateurs européens ont découvert de nouvelles terres, ils ont souvent donné à ces lieux des noms qui leur rappelaient leur patrie. Par exemple, James Cook a nommé la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud en raison de sa ressemblance avec l'Écosse. De même, la localité de Caledonia en Nouvelle-Écosse, au Canada, a probablement été nommée en référence à l'Écosse. Cependant, il n'y a pas de lien direct entre Caledonia en Nouvelle-Écosse, Canada et la Nouvelle-Calédonie autre que le fait que les deux ont été nommés par des explorateurs européens en référence à l'Écosse. Ces noms sont un rappel de la façon dont notre monde est connecté à travers l'histoire et la géographie, et comment chaque lieu porte en lui une part de l'histoire de l'humanité. Alors que nous continuons notre voyage, nous gardons à l'esprit ces liens historiques et géographiques. Ils nous rappellent que, bien que nous soyons séparés par des milliers de kilomètres et des océans, nous sommes tous connectés par l'histoire et la nature. Et alors que nous nous préparons à plonger dans l'inconnu, nous savons que chaque nouveau lieu que nous découvrirons portera en lui une part de l'histoire de l'humanité. Nous poursuivons notre voyage environ à gauche à Mahone Bay, une ville pittoresque située sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Elle est connue pour ses nombreuses îles et est une zone de navigation populaire. Cette charmante ville est également célèbre pour ses églises historiques et sa baie pittoresque. Ensuite, nous suivons une ligne droite au-dessus de Chester, une petite communauté nichée sur la rive de la baie de Mahone. Chester est une ville qui invite à célébrer son patrimoine, à admirer son artisanat et à s'immerger dans son art, le tout inspiré par la côte elle-même. Nous survolons ensuite un grand port, une communauté rurale de Halifax dans la province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Avec sa magnifique baie de Saint-Margaret, un grand port offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Nous passons ensuite par Upper Tantalon et Hublet, deux localités qui offrent une vue imprenable sur la nature luxuriante de la Nouvelle-Écosse. Upper Tantalon est une communauté suburbaine qui s'étend de la route à Mont-Plein à l'intersection de la route 3 et de la route 333. Hublet, quant à elle, est une communauté résidentielle située entre Upper Tantalon et Timberléa, à environ 15 km d'Halifax. Nous arrivons à Halifax par Bayer Lake, un quartier industriel situé à l'ouest de la péninsule d'Halifax et à l'intersection des autoroutes 102 et 103. Ce quartier côtoie Clayton Park West, une banlieue résidentielle de la municipalité régionale d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Nous survolons ensuite le centre-ville de Halifax, une métropole animée qui offre un mélange unique d'histoire et de modernité. Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, est une ville dynamique et le centre urbain le plus important de l'Atlantique canadien. Elle est connue pour son port naturellement profond, l'un des plus grands ports naturels sans glace du monde. Le port d'Halifax est un élément essentiel de l'économie de la ville et de la province, gérant annuellement plus de 1500 navires, générant 15 000 emplois et 2 milliards de dollars d'impact économique. Halifax est également desservi par deux aéroports principaux, l'aéroport international Stanfield d'Halifax et l'aéroport de Shearwater. Ces deux aéroports jouent un rôle clé dans le transport et le commerce dans la région. Nous virons à gauche à hauteur de la base des forces canadiennes Shearwater, une ancienne base des forces canadiennes située à Shearwater dans la municipalité régionale de Halifax en Nouvelle-Écosse, et rejoignons le nord de la ville. Nous alignons ensuite notre cap au niveau de Waverly, une communauté suburbaine de la municipalité régionale d'Halifax en Nouvelle-Écosse, pour une approche finale à l'aéroport international Stanfield d'Halifax en piste 05. L'aéroport international Stanfield d'Halifax est le principal aéroport de la Nouvelle-Écosse et le 7e aéroport en termes de trafic de passagers au Canada. Il offre des vols vers des destinations dans le monde entier et est un hub important pour les voyages dans les provinces de l'Atlantique.
rencontré quelques scientifiques travaillant sur un projet expérimental d'alcalinisation des océans. Ce projet innovant vise à utiliser plusieurs tonnes de roches en poudre, qui seront déversées dans le port de cette ville canadienne. L'objectif est d'évaluer la faisabilité d'une technique visant à aider l'océan à capter le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et à le stocker. C'est une initiative passionnante qui pourrait avoir un impact significatif sur notre lutte contre le changement climatique. Après notre enrichissante rencontre avec les scientifiques, nous retournons à notre avion, prêts à poursuivre notre voyage. En chemin, nous admirons la technologie de pointe et l'ingénierie précise qui rendent notre aventure possible. Une fois à bord, nous effectuons une vérification rapide des systèmes pour nous assurer que tout est en ordre. Puis, avec un sentiment d'anticipation, nous nous dirigeons vers une seconde aire de l'aéroport. Là, nous faisons le plein de kérosène, nous préparant pour la prochaine étape de notre voyage. Alors que le carburant coule dans les réservoirs de l'avion, nous ressentons une excitation croissante à l'idée de ce qui nous attend. Nous reprenons notre voie de circulation pour un alignement piste 14, décollons et prenons la direction plein nord pour 150 km. Point DRRT runway on Cotter North departure. Nous survolons Milford Station, un pittoresque village en Nouvelle-Écosse, niché dans le district municipal de Easton au cœur de la vallée verdoyante de Shubenacadie. Ensuite, nous passons au-dessus de Georgefield, une charmante petite communauté dans la province canadienne, située dans la municipalité du district de Easton dans le comté historique de Hull. Nous poursuivons notre voyage en survolant la Tibrook, une autre communauté accueillante. Puis, nous traversons la baie de Cobequid, une partie majestueuse de la baie de Fundy située. Puis la partie nord de la presqu'île de la Nouvelle-Écosse avec Great Village Londonderry, Westchester Station, South Victoria et quittons la Nouvelle-Écosse par West Pugwash. Nous traversons la mer de Northumberland Strait, un détroit dans la partie sud du golfe du Saint-Laurent dans l'est du Canada. Nous arrivons au pont de Confédération Bridge, un pont impressionnant reliant l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Le pont de la Confédération est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui relie la province de l'île du Prince-Édouard à celle du Nouveau-Brunswick. C'est le plus long pont du Canada et le plus long pont du monde traversant des eaux couvertes de glace. Le pont s'étend sur une longueur totale de 12,9 km et son point le plus haut culmine à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer reposant sur 62 piliers, dont les 44 principaux sont espacés de 250 mètres. Le pont a une largeur de 11 mètres et la vitesse limite est de 80 km/h, bien qu'elle puisse varier en fonction des conditions météorologiques. Nous virons à droite plein et admirons les terres rouges de l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'aéroport Charlottetown, île du Prince-Édouard. Charlottetown, la capitale pittoresque de l'île du Prince-Édouard, se dévoile sous nos yeux. Cette ville canadienne, nommée en l'honneur de la reine Charlotte, consort du roi George III, est également la plus grande ville de l'île et le chef-lieu du comté de Queens. Malgré sa petite taille, Charlottetown ne manque ni d'énergie ni d'hospitalité. La capitale côtière est remplie d'histoire, de culture, de festivals, d'activités, d'artisanat et de restaurants de calibre mondial. La tour nous informe de la position de la zone connue pour les observations de cachalots. Nous nous fixons au 133 degrés pour 124 km avec la possibilité de voir des baleines à bosse dans la baie de Saint-Gorge. C'est une occasion unique de contribuer à la recherche climatique tout en admirant la beauté de la nature. Quelle expérience
chance incroyable de survoler ces lieux magnifiques et d'avoir la chance d'observer la faune marine. C'est ici que notre mission climatique prend tout son sens. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels les baleines sont confrontées aujourd'hui. Le réchauffement rapide de la planète entraîne une perte d'habitat pour les baleines et une plus grande concurrence pour une quantité de proies en diminution. Les changements dans les températures de la mer, l'acidification des océans, la montée du niveau de la mer, la perte d'habitats polaires glacés et le déclin des sources de nourriture ne sont que quelques-uns des nombreux dangers que le changement climatique pose pour les baleines. En observant les baleines dans leur habitat naturel, nous pouvons recueillir des données précieuses qui nous aideront à comprendre comment le changement climatique affecte ces créatures majestueuses et ce que nous pouvons faire pour atténuer ces effets. C'est une occasion unique de contribuer à la recherche climatique tout en admirant la beauté de la nature. Rehaussant notre altitude, nous orientons notre cap vers l'est pour survoler une île parsemée de nombreux lacs, nichée dans le comté d'Inverne, sur l'île du nord de la Nouvelle-Écosse. Notre périple commence au-dessus d'un paysage sauvage et verdoyant s'étendant de la côte ouest jusqu'à l'autoroute NS 105. À cet instant, nous survolons des lacs pittoresques, tels que la baie de Wicocomag, offrant une vue panoramique sur la nature environnante à Wicocomag Portage, une ville qui se dévoile comme un tableau vivant. Traversant ensuite une région montagneuse, nous atteignons le lac Great Brador, un bras de l'océan Atlantique qui trône au centre de l'île du Cap-Breton, presque la divisant en deux. Notre vol se poursuit jusqu'à Saint-Andrew-Chanel, une charmante communauté nichée dans la municipalité régionale du Cap-Breton sur l'île du Cap-Breton. Continuons notre progression, nous survolons un dernier tronçon de terre jusqu'à l'autoroute NS 125, où émerge la charmante ville de Sydney, une cité qui, bien que petite, partage son nom avec sa célèbre homonyme australienne. Nous planons au-dessus de South Arm de Sydney Harbour en Nouvelle-Écosse, une zone offrant une vue imprenable sur le port et la cité environnante. Sydney est une ancienne ville située sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Canada. Fondée en 1785 par le colonel Joseph Frédéric Wallet des Barres, elle a été nommée en l'honneur de Thomas Townshend, premier vicomte Sydney. En 1995, Sydney a cessé d'exister en tant que ville pour faire partie de la municipalité régionale du Cap-Breton. Sydney est une ville portuaire située sur le littoral et de l'île du Cap-Breton. Elle est également une porte d'entrée sur les montagnes de l'île, d'une beauté sauvage. Ces paysages somptueux ne sont qu'une attraction parmi d'autres. On y trouve aussi un héritage musical très riche et des centaines d'années d'histoire à découvrir. Sydney est la plus grande ville de l'île du Cap-Breton et abrite le principal port de l'île, ce qui est en fait la plaque tournante de toute l'île. L'ancienne ville minière de l'acier et du charbon est maintenant une destination touristique majeure, avec les vestiges de son passé industriel encore visibles aujourd'hui. À notre arrivée à l'aéroport Sydney, Siki, le temps se montre nuageux. Cet aéroport, qui dessert la municipalité régionale du Cap-Breton et les régions avoisinantes de l'île du Cap-Breton, défile rapidement sous nos ailes. Nous prenons de l'altitude et quittons l'île au niveau de Big Glass et sa baie, une zone qui dévoile une vue imprenable sur le lac et la nature environnante. Une brève escale visuelle à Port Caledonia, un lieu historique marqué par le naufrage du quatremabarque Port Caledonia en 1924, ponctue notre itinéraire. C'est ensuite le départ pour un vol de 304 km au-dessus de l'océan jusqu'à l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Préparez-vous à être émerveillé par la splendeur de ces paysages à couper le souffle.
Après cette traversée à 12 000 pieds, nous entamons une descente en vue de survoler Saint-Pierre-et-Miquelon. Cependant, une imposante masse nuageuse nous contraint à rester à 9 000 pieds, juste au ras des nuages, nous privant ainsi de la possibilité d'admirer cette île. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d'Amérique du Nord, situé dans l'océan Atlantique au sud de Terre-Neuve. Composé de 8 îles sur 242 km², il abrite plus de 6 000 habitants. Les principales îles sont Saint-Pierre, Miquelon-Langlade et l'île aux Marins. Saint-Pierre, plus petite, concentre 86% de la population, tandis que Miquelon-Langlade offre des paysages naturels variés sur 200 km avec un isthme de sable de 12 km. Ancien département d'outre-mer, l'archipel est maintenant une collectivité d'outre-mer, le dernier vestige de la Nouvelle-France, perdu lors de la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle. Nous touchons Terre-Neuve et Labrador, débutant par la Maline, une petite communauté pittoresque nichée sur la côte sud de l'île. Par la suite, nous passons par Point-aux-Gaules, un village côtier renommé pour ses vues panoramiques sur l'océan Atlantique. Suivant la route 220, nous traversons l'Orescove, une charmante petite ville entourée de collines verdoyantes et de vues imprenables sur l'océan. Plus loin, nous survolons Great Lawn Harbour, un havre de paix avec ses eaux calmes et ses paysages côtiers pittoresques. La ville de Laon se révèle ensuite, une communauté dynamique renommée pour son riche patrimoine culturel. Nous poursuivons notre voyage, survolant plusieurs lacs scintillants, des éoliennes majestueuses parsemant le paysage, et le lac Salmonier-Pont, un plan d'eau tranquille entouré de forêts denses. Nous survolons ensuite Burin, une péninsule spectaculaire s'étendant dans l'océan Atlantique, avant de traverser la grande baie de Placencia, une étendue d'eau scintillante bordée de falaises abruptes et de plages de galets. Enfin, nous atteignons l'aéroport de Bay Roberts, un hub animé niché au cœur de la ville. De là, nous nous dirigeons vers Crossroads dans la région de Whitbourne, une zone rurale réputée pour ses vastes étendues de terres agricoles et ses nombreux lacs. De nombreuses régions du Canada, y compris Terre-Neuve et Labrador, ont été façonnées par les glaciers lors de la dernière période glaciaire. Ces glaciers ont sculpté le paysage, formant des dépressions qui se sont remplies d'eau pour devenir des lacs après le retrait des glaciers. Nous poursuivons notre trajet vers Port-Grave pour trouver notre alignement final. Traversant la baie de Conception, nous survolons l'île de Bell Island, réputée pour ses falaises abruptes et ses côtes rocheuses offrant des vues panoramiques sur l'océan Atlantique. Ces côtes, un mélange pittoresque de plages, de falaises et de criques, offrent une variété de paysages marins. L'histoire de l'île a également une importance historique, en tant que lieu attaqué par des sous-marins allemands U-boat pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant de Bell Island l'un des rares endroits en Amérique du Nord à être directement visé par les forces de l'Axe. Maintenant, l'aéroport international de Saint John's apparaît, la porte d'entrée de la ville animée du même nom. Saint John's, capitale et plus grande ville de Terre-Neuve et Labrador, située sur la côte et de la presqu'île d'Avalon, au sud-est de Terre-Neuve, est une ville unique. Son port, accessible par un long et étroit chenal, est protégé par les hautes collines sur lesquelles la ville est construite. Saint John's est une ville dynamique qui combine une longue et passionnante histoire avec une vie culturelle foisonnante et colorée. Le cadre est saisissant, avec des collines verdoyantes, des lacs vivifiants et un littoral dentelé, exposé au vent et à la force de l'océan. C'est vraiment un point de rencontre entre la nature et la culture. Notre aventure dans ces lieux fascinants reste une expérience inoubliable. Nous effectuons notre atterrissage sur la piste 11 de l'aéroport et rejoignons notre aire de stationnement. Plus tard dans la journée, nous rejoignons une équipe de la NASA engagée dans une mission scientifique à Terre-Neuve, notamment à Saint-Jean, pour réaliser un projet de recherche de 5 ans sur le changement climatique. Cette équipe de 20 chercheurs étudie les liens entre le plancton dans l'océan et les nuages au-dessus, explorant comment ces deux éléments sont liés au changement climatique et au réchauffement des océans. Cette mission scientifique est nommée North Atlantic Aerosol and Marine Ecosystem. Le principal chercheur, Chris Ostetler, explique qu'il s'agit de comprendre le mécanisme de la croissance du phytoplancton dans l'Atlantique Nord. Le plancton dans l'océan et les nuages au-dessus sont étroitement liés par un phénomène naturel. Le plancton, lors de sa croissance, émet un gaz appelé sulfure de diméthyle. Ce gaz, une fois dans l'atmosphère, fournit à la vapeur d'eau des noyaux de condensation qui favorisent la formation de nuages. De plus, le phytoplancton, un type de plancton, a la capacité d'influencer la formation des nuages en émettant des aérosols.
Ces particules microscopiques flottent dans l'atmosphère et permettent aux gouttelettes d'eau de s'agglutiner pour former des nuages. Plus les nuages sont remplis de gouttelettes d'eau, plus ils sont blancs et plus ils reflètent la lumière du soleil. Cela a pour effet de détourner la chaleur issue des rayons du soleil, avant même qu'ils n'atteignent l'atmosphère. J'ai volontairement accéléré par 3 ce vol de 38 minutes que vous avez dû visionner en live le 19 novembre dernier sur ma page Facebook. Le lendemain matin, à 8 heures, notre équipe de scientifiques se prépare pour une mission de reconnaissance autour de St. John's dans le cadre de notre mission Opération Icebridge. Notre objectif est de prélever des échantillons d'air, de repérer d'éventuels icebergs dérivant jusqu'à Terre-Neuve, et d'étudier la faune sauvage, en particulier dans cette partie sud déjà plus chaude. Nous décollons de la piste 02 de l'aéroport international de St. John's dans un petit Cessna 172 pouvant accueillir 4 personnes et le matériel de recherche. Les conditions climatiques sont extrêmes, ajoutant une couche supplémentaire de défis à notre mission. En rejoignant la côte au niveau de Newton, nous sommes accueillis par la vue spectaculaire de Flat Rock Cove. Les icebergs, majestueux et imposants, émergent de la mer sombre et agitée, reflétant la lumière diffuse du ciel couvert. Leur présence ajoute une aura mystérieuse à notre expédition. Nous longeons la côte, survolant les fantastiques falaises jusqu'à Show Cove Beach, un lieu de repos pour les phoques qui pointent leurs têtes curieuses hors de l'eau. La mer, agitée par les vents, crée des éclaboussures d'écume qui ajoutent une touche dramatique à notre voyage. La ville de Push Cove dévoile des colonies d'oiseaux marins nichant sur ces falaises. Notre voyage nous mène ensuite jusqu'au phare du Cap Saint-Francis, une zone connue pour les baleines qui jouent dans les eaux environnantes malgré les conditions météorologiques difficiles. C'est à ce moment-là que nous rencontrons de grosses turbulences. Selon nos instruments, nous sommes entrés dans une zone de microclimat causée par un phénomène connu sous le nom d'effet Föhn, où l'air chaud descend le long des pentes des montagnes, créant des vents forts et des températures élevées. Puis, à l'abri du vent, nous longeons les falaises de la côte vers Patchbrook. Les icebergs à St. John's sont principalement des fragments de glaciers qui proviennent du Groenland et de l'Arctique canadien. Ces icebergs dérivent en mer, poussés par les courants océaniques. Chaque année, environ 40 000 icebergs se détachent des glaciers du Groenland, mais seuls 400 à 800 atteignent St. John's. Ces icebergs peuvent avoir jusqu'à 10 000 ans et présentent souvent des lignes bleuâtres dues à la glace claire et sans bulles formées par l'eau fondue qui se glisse dans les crevasses des glaciers avant de geler. La présence d'icebergs dans cette région dépend de nombreux facteurs, dont les conditions météorologiques, la température de l'eau, et la forme et la taille de l'iceberg lui-même. Ils représentent un spectacle fascinant, mais aussi un défi pour la navigation et l'écosystème local. Nous continuons notre route, mettant le cap vers l'île de Belle, où des colonies d'oiseaux marins survolent les eaux à la recherche de poissons. Les icebergs, éclairés par la lumière grise et diffuse du matin, offrent un spectacle mystique, semblant émettre un appel à la préservation de leur habitat. L'île de Belle est un lieu d'intérêt pour les missions scientifiques en raison de sa biodiversité unique et de son emplacement stratégique. Ces missions ont généralement pour but de cartographier les différentes régions, de découvrir la faune et la flore, de réaliser des observations astronomiques ou météorologiques et de tester les nouvelles théories. En revenant vers la côte en direction du centre-ville de St. John's, nous notons une température de 9 degrés avec un vent de face à 18 nœuds. Les icebergs se rapprochent de la côte, créant un tableau majestueux, et leur reflet dans l'eau agitée ajoute une dimension irréelle à notre exploration. Dans l'ombre de l'aube, St. John's, la capitale mystérieuse d'Antigua et Barbuda, s'éveille. Connu aussi sous le nom de Saint Jean, un hommage silencieux à Saint Jean le Baptiste,
la ville porte en elle les murmures d'une histoire ancienne. Le cœur de la ville bat au rythme des commerces qui s'éveillent, des ateliers qui s'animent et des restaurants qui préparent leurs délices. Les musées, gardiens silencieux de l'histoire, ouvrent leurs portes, invitant les visiteurs à découvrir les trésors de l'Antigua et Barbuda et les merveilles de l'art maritime. Les rues, bordées de bâtiments géorgiens, romantiques et victoriens, racontent des histoires d'un passé colonial, chaque pierre murmurant des secrets oubliés. Le port de Saint John's, principal port de l'île d'Antigua, est un balai incessant d'activités. C'est ici que le sucre, le rhum et le coton prennent la mer, embarquant pour des destinations lointaines. Le port, vaste et profond, accueille de grands navires de croisière, leurs silhouettes imposantes se découpant contre le ciel. Les quais Héritage et Redcliffe, à 2 pas du port, offrent un dédale de boutiques où les trésors de l'île attendent d'être découverts. Ainsi, Saint John's s'éveille, une ville de mystère et de merveilles, où chaque jour est une nouvelle page d'histoire à écrire. Nous virons ensuite à droite au 235 degrés le long de la route 10 vers Booring Park, une zone propice à l'observation des orignaux qui se déplacent dans les collines avoisinantes. La lumière grise du matin baigne les paysages, créant une ambiance mystérieuse et envoûtante. La route nous guide jusqu'à Doual, où des aigles planent au-dessus des eaux à la recherche de proies. Les reflets des nuages bas créent une palette de couleurs sombres, soulignant la beauté naturelle de cet endroit dans l'obscurité matinale. De là, nous virons à gauche vers Petty Harbour Maddox Cove, longeant la côte vers Stopperseed, un endroit idéal pour apercevoir des belugas nageant dans les eaux côtières. Les reflets sombres de la mer ajoutent une touche de mystère à cette rencontre avec la vie marine matinale. Puis, nous mettons le cap vers le nord vers le phare de Cap Spear. La lumière grise du matin se reflète sur les icebergs à la dérive, créant une atmosphère mystique et poétique. Après un autre virage à gauche pour revenir sur la ville et rentrer dans la baie du port, nous apercevons le fort Amherst sur la colline à notre gauche. Une fois au-dessus des quartiers résidentiels, nous mettons le cap vers la pointe Cobes Pastor Bay, où des cerfs peuvent être observés broutant paisiblement sous la lueur diffuse de la mer sombre.
nous rejoignons notre dernier cap pour un alignement final sur la piste 02 de l'aéroport de départ. Tout au long de notre vol, nous sommes témoins de phénomènes météorologiques fascinants, d'icebergs majestueux et de la riche diversité de la faune sauvage, le tout dans une atmosphère sombre et mystérieuse. C'est un vol inoubliable pour notre équipe de l'opération Icebridge, une aventure teintée de la magie des éléments naturels dans le calme troublant de l'aube. Nous atterrissons, fiers d'avoir mené à bien cette mission dans des conditions météorologiques extrêmes. Notre équipe a fait preuve de professionnalisme et de détermination, recueillant des données précieuses tout en surmontant les défis météorologiques. La journée a été marquée par des vues spectaculaires, rendant cette mission inoubliable. Maintenant, nous nous préparons pour la suite de notre mission globale. Notre prochaine étape est un vol de 2581 km en 4h36 jusqu'à Hopedale, Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Hopedale, connu pour son climat subarctique, présente un nouvel ensemble de défis et d'opportunités pour notre équipe. Les conditions météorologiques extrêmes et les paysages glacés offrent un terrain d'étude idéal pour comprendre les effets du changement climatique sur ces régions éloignées. Alors que nous nous lançons dans cette aventure aérienne vers de nouveaux horizons, nous sommes impatients de découvrir ce que Hopedale a à nous révéler.